Je m'appelle Boris Alou, je suis burkinabé et canadien aussi. Euh, je suis spécialiste en drainage pluvial. Alors, mon cursus scolaire, j'ai étudié au Burkina jusqu'à l'université. En fait, j'ai fait un bac F3, donc qui est en fait de l'électricité. Ensuite, au Canada, j'ai continué mes études en génie civil. Je suis ingénieur depuis 2006. J'ai fait une maîtrise en génie civil, beaucoup plus avec une spécialisation en drainage pluvial en 2008. Et puis, bon, en 2023, j'ai quand même complété un autre MBA pour cadre. Donc voilà, donc je voulais arrimer en fait un peu la technique, un peu à la gestion. Voilà. Pourquoi la gestion des eaux pluviales est-elle un élément essentiel dans l'aménagement urbain? Ok, quand on parle d'aménagement urbain, on parle de développement urbain. Le développement pour construire, je vais essayer d'aller terre à terre. Pour construire, par exemple, une ville, un secteur, une zone, ben, il y a trois éléments qui sont essentiels, qu'il faut qu'on regarde de façon générale. Donc, c'est comment est-ce qu'on apporte l'eau potable, l'eau que l'on boit, comment est-ce qu'on traite l'eau usée, et comment est-ce que on évacue l'eau pluviale, parce que, écoute, il pleut. Alors, de ces trois éléments, il y a un élément qu'on ne maîtrise pas. Et l'élément qu'on ne maîtrise pas, c'est la pluie. L'eau potable, c'est nous qui la produisons, elle vient à travers des canaux. L'eau usée, en Europe, en Amérique du Nord, c'est à travers des canalisations que c'est géré. C'est pas nécessairement pas des fosses septiques. Mais ici, étant donné que ce sont des fosses septiques, c'est correct. C'est quand même, ça a un volume, ça a une capacité et on le vidange. Mais l'eau, la pluie, on ne la maîtrise pas. Alors, du coup, quand la maison est en pente inverse, on va dire, quand il pleut, l'eau peut se retrouver chez vous. Alors, donc, c'est la raison pourquoi, quand il y a un développement, l'aspect que l'on regarde le plus, c'est l'eau pluviale. Comment on gère l'eau pluviale. Et je vous dirais qu'en Amérique du Nord, particulièrement à Québec, un des aspects qui coûte le plus cher, c'est la gestion des eaux pluviales. Parce que maintenant, nous, étant donné que le ruissellement, l'eau pluviale doit passer par des canaux, par des conduites qui ont une certaine capacité, on est obligé de les retenir dans un bassin de rétention avant de l'évacuer dans le réseau. Alors du coup, un projet qui a peut-être 1 hectare peut perdre facilement 20-20%. 10 à 15 à 20% de sa superficie pour gérer l'eau avant de le laisser sortir. Donc, vous comprenez que dans une problématique comme ça, c'est des terrains que l'on perd. Donc, ça a un impact sur le développement. Voilà. Donc, c'est vraiment la raison pourquoi la gestion des eaux pluviales est beaucoup plus contraignante, en fait, dans un développement. Comment s'est déroulé le drainage pluvial des villes nord-américaines, notamment dans leur phase de planification? Alors, comment s'est développé les villes, notamment en drainage pluvial? Dans une ville, nous avons des canaux, on va dire, qui sont principaux. Un réseau qui est un réseau principal. Et généralement, ce sont des rivières. Donc, les rivières, en fait, étaient là pour collecter les eaux des différentes, je dirais, secteurs, pas quartiers, parce que il y a 40 ans, bon, il y avait pas, c'était pas des quartiers, mais c'était des zones beaucoup plus rurales. Alors, une ville se développe autour d'une rivière, autour d'un fleuve, autour d'un gros point d'eau, point de rejet. Voilà. Donc, si on prend par exemple la ville de Ouagadougou et qu'on le regarde vue d'en haut, on voit qu'il y a 3-4 canaux plutôt, qui sont présents là où les fossés vont se rejeter. Donc, une ville, c'est comme ça que ça se développe. Québec, les villes nord-américaines, c'est pareil. Donc, par exemple, pour tout le Canada, on va dire que le fleuve Saint-Laurent, c'est le dernier bastion. Le fleuve Saint-Laurent, c'est
partout là où toutes les rivières qui bordent la rive viennent se rejeter. Après le fleuve Saint-Laurent, nous avons les petites rivières qui rentrent. Si on est à la ville de Québec, par exemple, on parlera de la rivière Saint-Charles. Et si on remonte, nous allons avoir la rivière Beauport, la rivière Cap-Rouge, la rivière du Berger, et ainsi de suite. Alors, Ouagadougou aussi, c'est pareil. Et d'autres villes. Donc, pour la phase de planification, il faut connaître, bien sûr, dans ton réseau principal, donc la rivière ou le fleuve. Ensuite, il faut connaître les autres petits sous-bassins qui vont se rejeter. Donc, souvent, on va parler de 2-3 niveaux. Donc, la mer, c'est le niveau 1. La première rivière ou fleuve qui vient, c'est le niveau 2. Ensuite, c'est sûr qu'il doit y avoir un autre petit fossé ou rivière qui se trouve dans le niveau 3 et ainsi de suite. Donc, il faut connaître d'abord, bien sûr, très bien ces réseaux principaux de collecte. Par la suite, il faut connaître, bien sûr, très bien la topographie. La topographie, elle est très importante. On ne peut pas, en réalité, on ne peut pas se mettre à développer n'importe comment. Il faut connaître les points hauts, les points bas, parce que l'eau ne monte pas, l'eau passe son temps à descendre. Donc, si toutes les maisons sont en bas, ben, on va les retrouver inondées. C'est aussi simple que ça. Et l'eau est intelligente. On barre le passage à l'eau, qu'est-ce qui va se passer? On va trouver un autre chemin. Donc, c'est vraiment les canaux, les canaux principaux. C'est très important, le réseau. Et puis, ben, la topographie. Donc, mais il faut ajouter qu'au Canada, il y a aussi plusieurs niveaux de connaissances. J'explique. La ville de Québec est responsable de tout ce qui est développement. OK? Donc, tout l'aspect technique passe par la ville de Québec. Mais on a des aspects réglementaires qui sont aussi, qui dérivent des ministères, mais l'aspect technique vraiment passe par la ville. Et la ville contrôle tout cela. Donc, la ville a une bonne vision de tout ce qui se passe. Elle a une vision de ce qu'elle veut pour le secteur ou pour toute la ville pour les 5, 10, 15, 20, 30 prochaines années. Alors, donc, c'est beaucoup plus, ayant un peu cette vision, je ne dirais pas que c'est facile parce qu'il n'y a rien qui est facile. Ça allège et ça permet en fait un développement harmonieux. Alors, du coup, la ville étant responsable, c'est elle qui gère. Donc, les promoteurs ne peuvent pas se lever et puis faire, on va dire, n'importe comment. On a toujours un point de rejet. Le point de rejet reste toujours le point névralgique. Si le réseau vient beaucoup plus haut, ça ne marchera pas. Donc, on part toujours de là et on établit tout ce qui s'apprend comme critère pour qu'il y ait un développement harmonieux, pour qu'il y ait un drainage harmonieux, pour éviter tout ce qui est inondation. Malgré tout cela, de temps en temps, il y a certaines zones où nous avons des inondations. Hein. Ce n'est pas 100% parfait. Donc, c'est ce que je dirais par rapport à ce point-là. Quels sont les aspects du modèle nord-américain les plus efficaces en matière de drainage pluvial? C'est une excellente question. Est-ce que les modèles nord-américains sont performants? Oui. Est-ce qu'il y a encore place à amélioration? Oui. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que l'information, que la donnée, elle est importante. Alors que la ville qui a, on va dire, je prends l'exemple de la ville de Québec que je connais très bien, qui a environ 5000 employés, mais qui a un territoire qui a, disons, 600 000 habitants, dont environ peut-être 150 000 logements. Ben, ce n'est pas les 5000 employés qui connaissent tous les recoins. Alors, ce que je connais, à Québec, souvent on utilise, il y a d'abord la connaissance des universités que l'on prend. Donc, moi par exemple, avant d'être embauché à la ville de Québec, pendant ma maîtrise, j'ai fait une modélisation sur la rivière Saint-Charles, apport à la rivière Saint-Charles. Donc, c'est une connaissance que je vais chercher pour ma professeure, mais qui est appuyée souvent par la ville. Donc déjà, il y a les universités qui sont consultées,
Il y a des universités à qui on donne le droit de faire des études et aussi les professeurs, bien sûr, qui font de la recherche en fait toujours des modèles, des systèmes beaucoup plus performants. Donc, on s'appuie pas mal en fait sur les universités. Ensuite, par la suite, la ville n'ayant pas toujours le personnel dans tous les domaines, s'appuie sur la firme d'ingénieurs qui aussi a un apport, on est d'accord, sur les modèles qu'on est en train de construire. Mais il y a aussi les associations des bassins versants, comme on dit. Donc, chaque rivière, généralement, a son ange gardien. Donc, eux aussi qui ont des informations que nous n'avons pas toujours, parce que nous ne sillonnons pas nécessairement toujours toutes les rivières. Alors, quand on prend le mix de tout cela et que l'on va accoupler avec les problématiques qui sont déjà vécues en fait dans ces zones, ben, on se retrouve à avoir un meilleur portrait. Donc, c'est ça qui permet en fait après de faire un plan directeur de rivière ou à l'échelle de la ville qui permet de déterminer partout là où nous avons des problématiques, comment arrivent ces problématiques et permet de trouver bien sûr des solutions pour pallier en fait aux problématiques. Donc, moi, je vous dirais que c'est un ensemble. Le modèle, c'est un ensemble. Donc, nous avons les universités, nous avons les firmes d'ingénieurs conseils, nous avons les associations de bassins versants, mais nous avons bien sûr les ingénieurs même de la ville qui prennent toutes ces informations et après qui concoctent avec la firme ou souvent le bureau qui est spécialisé dans le drainage pour ressortir des solutions dans un plan directeur quinquennal ou dépendamment, chacun choisit en fait la durée dans laquelle, le laps de temps dans lequel ils veulent faire bien sûr les travaux collectifs. Quelle innovation caractérise aujourd'hui ces villes nord-américaines? Au niveau du drainage pluvial, je peux vous dire qu'on est rendu très loin. On est rendu très loin. Bien sûr, on parle d'infrastructures vertes, on parle d'infrastructures absorbantes, on parle de bassins de rétention, on parle de noues de rétention, on parle de plein de concepts. Moi, je vous dirais que tous ces éléments-là, toutes ces infrastructures gèrent toujours en premier la quantité, la qualité. Et très souvent, on demande à ce qu'il y ait une infiltration. Donc, on demande souvent des infiltrations. Pas toujours. Comprenez que quand nous avons des infrastructures, des logements à proximité, qui ont des sous-sols avec des drains, quand on infiltre, souvent, ça se retrouve. La problématique peut juste changer, on va dire, de porte. Alors, c'est vrai que l'on mise beaucoup sur tout ce qui est bassin de rétention, mais les bassins de rétention sont souvent en deux vocations. Donc, c'est pas seulement gérer l'eau et puis après on l'utilise plus. Souvent, il y a beaucoup de bassins que l'on utilise pour la gestion de l'eau, pour l'infiltration. Mais après la pluie, il y a un passage piéton pour que les gens puissent aller marcher. Et souvent, on aménage des terrains. Je sais par exemple que je pense que c'est en Norvège. Je n'ai pas l'exemple bien précis, mais en plein centre-ville, il y a un bassin qui a été aménagé. Mais tout de suite après la pluie, c'est une place là où on fait des rollerblades, c'est une place là où on peut aller jouer au basketball, donc là où on peut même s'asseoir et puis discuter. Donc il faut, ça c'est un aspect aussi auquel il faut penser souvent quand on fait les bassins de rétention parce que ce n'est pas toujours beau. En quoi ces approches peuvent-elles inspirer les villes du Burkina, notamment Ouagadougou? Je pense que ces approches ont déjà inspiré certaines grandes villes africaines. Quand je prends je pense que j'appelle ça boulevard de Tanksoba. Tanksoba, c'est ça, l'ancienne circulaire. À la hauteur, pas loin des cimetières, il y a un bassin de rétention qui a été érigé là. Mais le bassin n'est pas entretenu. Donc ça, c'est un problème qu'il y a là. Je me suis toujours posé la question, qu'est-ce que ça prendrait au Burkina pour pouvoir gérer les pluies torrentielles? Je ne sais pas si les experts ici ont déjà trouvé la solution, mais les pluies ici sont
quand même assez intense, courte et forte. Alors, comment gérer un si grand volume dans une ville là où il n'est pas prévu des bassins? Je vous dirais que c'est beaucoup plus un peu à travers les fossés. Maintenant, comment est-ce que ça pourrait inspirer des villes? C'est la connaissance du réseau. Hein. Il faut connaître son réseau, il faut connaître la pluie, le type de pluie que nous avons. Et puis après, il y a une adaptation à faire. Je ne pense pas qu'il faut nécessairement calquer plutôt. Voilà. Quelles sont les principales erreurs constatées dans l'urbanisation, surtout le volet gestion drainage au Burkina? Ok, urbanisation, drainage, je préfère plus orienter cela, la question de même, parce que je ne suis pas urbaniste, je suis ingénieur civil. Premièrement, je ne connais pas très bien comment ça fonctionne au niveau du lotissement. Je sais que avant, par exemple, de 1200 logements, c'était l'État, je pense que c'était à Sonature. Ensuite, quand je regarde mon quartier, qui est plus ou moins Sanyeri et autres, les terrains ont été délimités par l'État et attribués. Mais après, c'est laissé aux gens. Vous comprenez? C'est comme si on vous abandonnait, ok, voilà voici ta parcelle, vas-y. Mais c'est difficile. La première personne qui vient là a toujours un problème 10 années plus tard. Pourquoi? Parce que la première personne qui arrive tient compte des réalités, peut-être augmente son niveau de sol, la hauteur, de peut-être, on va dire, de 0,5, de 50 cm. Mais sauf qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, il y a les voisins qui arrivent. Ah, lui, il a fait 50, moi, je fais 60. L'autre fait 70, l'autre fait 80. Et après, qu'est-ce qui se passe au niveau de la rue? On commence à remblayer. Donc, du coup, le premier, lui, se retrouve avec des problèmes. Donc, tout cela pour dire que, normalement, une urbanisation, l'idéal, ce serait d'avoir le point de rejet, donc le point problématique, de partir de là pour pouvoir établir. Les lots peuvent être établis, mais il y a du remblayage peut-être à faire. Donc, un apport supplémentaire en terre pour mettre à niveau. C'est ce qui manque, c'est la principale erreur. En fait, où si on n'est pas capable, si on est, bon, pas qu'on n'est pas capable, on est capable de tout faire. C'est une question de moyens. Mais c'est d'établir, par exemple, des ouvertures pour tout ce qui est développement, en fait. Tout ce qui est développement résidentiel. On pourrait dire, le point de rejet est à, je donne un chiffre, 150 d'élévation. Quand on fait l'assimilation de nos pluies, pour une pluie 100 ans, quand je parle d'une pluie de récurrence 100 ans, c'est une pluie qui arrive tous les 100 ans. Donc, on fait une simulation et on dit, ah, ça nous donne une hauteur d'eau de 20 cm. Alors, en ce moment, on s'assure que toutes les maisons qui vont, par exemple, se bâtir là, il ne peut pas être à 150 d'élévation, point 1. Il faut qu'il soit au moins à 150.2. Donc, et de façon générale, à Québec, on ajoute un 300 mm pour protéger encore. Donc, ça veut dire que, par exemple, dans une zone comme cela, les gens doivent avoir leur ouverture. La porte de leur salon là doit être normalement à 150.5. Donc, en ce moment, bon, au moins, on s'assure que à tous les 100 ans, ben, il y ait peut-être une inondation une fois. Sinon, c'est problématique. En plus, nous vivons les changements climatiques. Tous les modèles montrent que nous allons avoir des pluies beaucoup plus fortes ou des pluies qui sont irrégulières. Et voilà. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut en tenir compte. Par exemple, à Québec encore, il y a un facteur de majoration où on a pris toutes les pluies, on a fait des statistiques et on a majoré, en fait, on a pris la pire pluie et on a fait un modèle pour toute la zone en se disant que, bon, écoute, oui, ça va arriver à un certain moment quand on ne sait pas, mais au moins de cette façon, on protège la population. Donc, ce n'est pas évident. Il faut coupler la topographie, il faut coupler la pluie et il faut coupler les contraintes.
Donc, si tu ne connais pas très bien ces trois, ben, on est dans l'à peu près. On est dans l'à peu près. Quelle solution simple, hein? On a dit que vous avez fait des propositions, quelle solution simple et réaliste qu'on pourrait mettre en œuvre immédiatement au Burkina Faso? Je disais que quand on regarde la ville de Ouagadougou, en fait, notre bassin de rétention, ce sont les 2 barrages que nous avons. Tout se draine là. Et dans le temps, ils n'avaient pas fait le petit canal de dérivation que nous avons. Alors, bien sûr, si le bassin ne se vide pas, l'eau n'arrive pas. Donc, du coup, il y a un obstacle à l'eau qui fait que ça remonte en fait dans les quartiers. Maintenant, étant donné qu'il y a déjà ce canal, je pense que ça aide beaucoup. Donc, quand l'eau atteint un certain niveau, il peut basculer dans le canal et tout de suite, on peut sortir. Donc, ça, c'était une solution auquel j'avais pensé, qui a été mise en place. Ça, c'est excellent. Mais il faut continuer il faut faire une étude rapide. Peut-être que l'étude existe déjà aussi. Je ne suis pas en contact nécessairement avec les spécialistes, mais il faut faire une étude pour voir en fait les points névralgiques, ou du moins une collecte terrain. Peut-être une étude, ça peut être long, mais une collecte terrain, ça veut dire aller voir les résidents qui sont dans des zones, par exemple, impactées. Parce que nous la connaissons, notre territoire, quand même, un peu. Donc, en allant déjà les voir, en établissant des limites, on est capable de tout de suite de réfléchir et puis de trouver des solutions à très court terme. Tu vois, c'est vraiment, dans le domaine pluvial, c'est vraiment difficile. Ce n'est pas évident, surtout dans une ville qui a déjà été construite. On peut pas soulever les maisons. On fait quoi? On ne peut pas soulever les maisons. Dans les villes développées, on peut installer des pompes qui fonctionnent voilà, avec le courant. Mais ici déjà, quand il pleut, ben, peut-être souvent nous avons des pannes parce que bon... donc, il faut vraiment qu'on s'approche beaucoup plus des populations vulnérables, aller chercher des informations pour établir des solutions à court terme. Mais ça, il ne faut pas oublier le long terme. Le long terme est toujours important. C'est le long terme qui permet de gérer le court terme. Le court terme est efficace peut-être juste pour l'année, quoi. Le moyen long terme, c'est ce qu'il faut toujours. Établir un plan directeur qui permet d'établir tout ce qu'il y a comme travaux pour augmenter la capacité. Parce que c'est un problème de capacité. C'est toujours un problème de capacité. Je le disais à l'époque, moi je regarde toujours les fossés. Quand on fait la conception d'une conduite, la conduite, elle commence, on va dire, petite en haut. C'est comme une rivière. Et au fur et à mesure qu'on descend, elle grandit parce qu'elle collecte plus. Alors, c'est parfait. Quand je prends une voie et que je vois le même fossé pendant 3 km, je me pose des questions. Ça peut pas avoir les mêmes... Logiquement, ça ne peut pas avoir la même dimension sur 3-4 km. Il faut que ça parte. Mais bon, on comprend que nous sommes un peu, je ne dirais pas limités, mais vu que on pense à solutionner un drainage, on fait un seul format, voilà, une seule forme de tranchée et puis on la prolonge, mais ça permet en fait tout simplement de relativiser en fait ce qui se passe. Voilà. Quel cadre réglementaire sera nécessaire pour mieux contrôler le développement urbain et prévenir les inondations? Encore là, je me pose des questions. Je ne connais pas tous les rouages ici. Avant peut-être qu'il y ait un cadre réglementaire, il faut déjà penser à comment le développement se fait. Comment le développement se fait au Burkina? Bon, la petite approche, la petite démarche que j'ai faite plutôt par rapport à un terrain que j'ai, il faut constituer un dossier, il faut aller... Bon, moi je pense que l'État ou la ville, pour moi ça devrait être la ville qui doit s'occuper de tout ce qui est développement urbain. Donc, la ville, pas nécessairement les arrondissements. Je sais que les arrondissements sont plus ou moins
comment je vous dirais ça? L'arrondissement, c'est pas la mairie pour moi. L'arrondissement, c'est une partie de la mairie. Il faut qu'il y ait vraiment un service central qui gère. Si on laisse ça aux arrondissements, ils n'ont pas la compétence de tous les autres arrondissements. Alors, ça prend un service qui a une vision long terme, qui a un plan de gestion, qui a un plan de développement. Et voilà. Et c'est avant le cadre réglementaire, là, je pense que ça prend déjà cela. Pour tout ce qui est règlement, ce n'est pas nécessairement très compliqué. Toutes les villes nord-américaines, françaises, européennes et peut-être même la ville de Ouagadougou, ils ont déjà un cadre réglementaire. Mais si ce n'est pas harmonisé, ça ne marche pas. Ouais. Moi, je pense pour moi que ça prend une structure vraiment qui une structure qui gère. Une structure qui gère. Vous devez retenir 3 priorités pour améliorer durablement le drainage pluvial au Burkina. Quelles seraient-elles? Avant de vous parler des trois priorités, actuellement, il y a quelque chose qui est en train de se faire de très intéressant à la ville de Québec. Ils sont en train de faire le plan d'urbanisme et de mobilité. Ils appellent ça le PUM, mais ça existe un peu partout. Peut-être pas partout, non, ça n'existe pas partout. Au Canada, il y a peut-être 4 ou 5 grandes villes qui l'ont. La ville de Vancouver, là, la ville de Toronto, là. Je pense que la ville de Montréal est en train de le faire ou l'a déjà fait. Je ne peux pas m'avancer là-dessus. Mais je sais que la ville de Québec est là-dedans. Et le plan d'urbanisme et de mobilité, c'est quoi? C'est un plan final qui va tenir compte des transports, qui va tenir compte des objectifs de la ville, qui va tenir compte de... quand je parle d'objectifs de la ville, par exemple, à Ouagadougou, on pourrait décider qu'on veut densifier, par exemple, la zone de la Padoua, par exemple. Mais pour densifier, on ne densifie pas pour densifier. Il faut que, par exemple, le transport suive. Alors, si tu densifies, ça veut dire que tu augmentes les zones imperméables. Ça veut dire plus de ruissellement d'eau. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. On parle vraiment d'un plan intégré. Et le développement urbain, c'est ça. On veut un développement harmonieux, un développement dans lequel tout le monde se reconnaît. Il faut prendre en compte plusieurs facteurs. Ce n'est pas seulement les résidents qui ont l'information. Il y a les techniciens aussi qui ont une partie de l'information, qui est la vision de la ville. Comment est-ce que la ville, on projette la ville? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Nous, circulant à Ouagadougou, il y a de grandes artères. Il y a tout de suite des commerces. C'est compliqué. C'est compliqué, ça prend des parkings pour que les véhicules s'arrêtent. Les véhicules empiètent sur la voie et ça a un impact sur la circulation. Ça fait effet entonnoir. Mais ça prend pour moi, autant pour l'existant, je vais dire, ce qui est déjà urbanisé, ce qui est déjà construit, et le futur, ça prend un plan d'urbanisme et de mobilité qui est assez costaud. Je ne vais pas vous mentir, c'est pas... écoute, je ne sais pas combien de layers, ce sont des couches, ok, des couches topographiques. Je ne sais pas combien de couches nous avons ont été superposées jusqu'à aujourd'hui, mais imaginez, on prend les couches de transport, on prend la couche des pluies, on prend la couche des zones inondables, on prend la couche de la densification, on prend toutes ces couches, on les superpose, on est capable de voir, on va voir un maillage, on va dire, ah, écoute, là il y a un problème, là on veut densifier, alors il va falloir repenser à tac, 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 tac. C'est gros, mais ça peut comme on dit, l'éléphant, on peut le manger à petites bouchées. Hein. C'est une bouchée à la fois. C'est pas. Mais il faut. Je pense que ça aiderait beaucoup. Ça aiderait beaucoup. Alors, les 3 priorités pour moi, il faut connaître la topographie. Il faut connaître ton environnement. Je pense qu'il commence à avoir des modèles numériques terrain. Je pense qu'ils doivent l'avoir. Une fois que tu connais la topographie, il faut que tu connaisses en fait un peu ta pluviométrie.
Si tu ne connais pas ta pluviométrie, tu ne sais pas quelle quantité peut tomber dans une zone bien précise, on a un problème encore là. On est d'accord? Les 3 priorités, comme je disais, je pense qu'il y a la connaissance. La connaissance topographique. Actuellement, il y a des modèles numériques terrain qui existent. Je suis sûr que la ville de Ouagadougou ou les ministères l'ont. Il faut connaître la pluviométrie. Moi, je parle pour ce qui est un peu drainage pluvial et puis urbanisation. Il faut connaître la pluviométrie. Et après, il y a le réseau qui est très important. Donc, il faut connaître le réseau dans lequel on se jette. La capacité de ce réseau, les problématiques que l'on rencontre dans ce réseau, qu'est-ce que l'on peut faire pour augmenter la capacité de ces réseaux. Donc, ce sont les 3 points. Je pense que tous ces points-là, on les a. Il faut prendre le temps de les analyser et on sera capable de mettre en place un plan directeur avec bien sûr des solutions. Et même ces solutions peuvent être étagées dans le temps. Parce que dans le pluvial, ce n'est pas des solutions à 1 million. Non, oublie ça. Quand je parle de millions, je parle de millions de dollars. Je ne parle même pas de millions de francs CFA. Ce n'est pas des solutions à 1 million de dollars. Même à Québec, malgré l'urbanisation, toutes les solutions que l'on met en place, ce sont des solutions qui facilement qui atteignent les 3, 4, 5, 6 millions de dollars. Si on amène ça en CFA, c'est des milliards. Ce sont des milliards. Alors, donc la solution, quand on connaît l'ultime, on peut graduellement aller vers l'ultime sur une période de 5 ans, 10 ans. Donc, pour moi, ce sont les 3 priorités. Si nous avons ces informations, on est capable d'aller de l'avant. Et puis, comme je disais aussi, il faut pas oublier, hein, il faut une structure qui gère ça. Je comprends que la Sonature, c'est une société étatique nationale, mais qui gère des lots. Mais les lots qui leur appartiennent pas, je sais pas qui. C'est pas eux qui les gèrent, vous comprenez? Mais ça prend quelqu'un qui gère tout ça. Ça prend un bureau qui gère tout ça. Alors, voilà. C'est ce que j'avais à dire par rapport à drainage et urbanisation. On pourrait passer toute la journée ici. Comme mot de la fin, avec l'expérience que j'ai, l'eau potable est problématique. On a besoin de l'eau pour boire, on est d'accord. L'eau usée peut sentir. Donc ça aussi, c'est un problème. Donc, toutes les fois qu'on a des problèmes sur ces deux-là, on les solutionne rapidement parce qu'on a besoin de cela pour la survie. Par contre, l'eau pluviale n'a pas nécessairement d'odeur. Peut se mélanger bien sûr avec l'eau usée, mais n'a pas nécessairement d'odeur. Donc on a tendance à ne pas, ça c'est partout, hein, c'est pas juste ici, même en Amérique du Nord, c'est comme ça. On a tendance à minimiser, voilà. Alors que c'est un maillon très important. C'est un élément très important, l'eau de pluie. Quand ta maison est inondée et que tu ne peux plus rien faire, tu es dans la rue pour un certain temps. Ça peut amener des pandémies, des épidémies, ça peut amener plein de choses. Alors, au regard de tout cela, il est très important qu'un accent soit mis sur le drainage pluvial. Surtout ici au Burkina Faso, là où nous avons des moustiques qui prolifèrent pendant les saisons pluvieuses et même pendant un peu la saison sèche. Nous avons besoin avec un bon drainage, tous les nids de poules, comme on dit, qu'on voit dans les crevasses, les retenues d'eau, on en aurait beaucoup moins. Avec un bon drainage, on va avoir de meilleures voies. Donc, ça veut dire beaucoup moins d'entretien sur nos véhicules, sur nos motos, nos vélos. Vous comprenez? On le minimise, mais c'est un élément qui est très important. C'est un élément qui est très important. Et je solliciterai vraiment les autorités à mettre un accent particulier sur le drainage pluvial. C'est le dernier maillon qu'on ne regarde pas, mais c'est un maillon qui peut améliorer de beaucoup la vie des Burkinabés.